Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre cet après-midi sur notre antenne, un débat sur l'évasion fiscale. Ce débat fait suite à la commission d'enquête sur l'évasion des actifs hors de France réalisée en juin dernier à la demande du groupe communiste. Déjà interrogé sur ce thème en séance par le sénateur communiste du Nord, Éric Bocquet, Jérôme Cahuzac, le ministre du Budget, avait promis des moyens supplémentaires de lutte contre l'évasion fiscale. Il s'agissait notamment de renforcer les pouvoirs d'investigation ou encore de recouvrement de l'administration. Mais le gouvernement va-t-il aller plus loin? Eh bien, élément de réponse avec ce débat. L'ordre du jour appelle le débat sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales. Demande de la commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales. La parole est à notre collègue Philippe Dominati, président de la commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales. Chers collègues, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais remercier la Conférence des présidents d'avoir inscrit ce débat à notre ordre du jour, avec une mention particulière pour le président du Sénat qui a, je le crois, usé de toute son autorité pour donner aux travaux de la commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales ce prolongement en séance publique. J'ai eu le plaisir et l'honneur de présider cette commission et je crois que le rapport qu'elle a adopté, sur proposition de son rapporteur, notre collègue Éric Bocquet, mérite ce premier prolongement. Je voudrais vous rappeler que ce rapport a été adopté à l'unanimité. Vote qui, sans être tout à fait exceptionnel dans notre Haute Assemblée, témoigne d'une profonde satisfaction sur la méthode suivie par le rapporteur, mais aussi d'un accord sur un assez grand nombre des conclusions et des considérants du rapport et au-delà d'une volonté partagée de lutter contre l'évasion fiscale internationale telle qu'elle est envisagée dans ce rapport. Il n'est pas simple de réunir dans le temps imparti par notre Constitution l'ensemble des conditions permettant de traiter sérieusement les conditions posées par la proposition de résolution du groupe CRC, qui, dans le cadre du droit de tirage des groupes institués par la révision constitutionnelle de 2008, a fondé notre commission d'enquête. À ce propos, je voudrais dire que si nous devons à l'évidence respecter les délais constitutionnels, nous gagnerions sans doute beaucoup à ce qu'une fois la prise d'acte effectuée par la conférence des présidents, les délais puissent courir utilement, c'est-à-dire que nous puissions éviter de gaspiller plusieurs semaines très précieuses dans le cadre contraint qui nous est imposé, sans que nos commissions d'enquête puissent travailler effectivement. Deux solutions sont envisageables. Soit la nomination concomitante avec la décision de la conférence des présidents des membres de la commission, soit une jurisprudence permettant de conditionner la course du délai de 6 mois à la nomination de leurs membres. Dans notre cas, nous avons dû attendre autour de 3 semaines pour que la désignation des membres intervienne, ce qui représente les inconvénients que chacun comprend tout seul. Ces questions de délai se retrouvent d'ailleurs au terme des travaux des commissions d'enquête. Chaque membre de la commission a disposé d'1 semaine en fin de parcours pour consulter le projet de rapport, ce qui est dans les règles, mais constitue un temps vraiment trop court pour s'approprier pleinement un document si important. 1 semaine. Il est bien possible qu'une partie de ces difficultés doivent être attribuées à la complexité du sujet proposé aux travaux de la commission d'enquête. Complexité technique des problèmes que pose l'évasion fiscale internationale, qui engage des techniques aussi variées que le droit comptable, le droit financier, le droit des sociétés, tout conflue des questions fiscales au cœur du sujet. Complexité des analyses financières et économiques en jeu, sur laquelle la littérature disponible est souvent bien évasive. Mais aussi complexité du fait de l'ampleur des questions posées par la proposition de résolution fondatrice qui, il faut bien le reconnaître, n'avait peut-être pas toutes les caractéristiques que l'on peut attendre des défis soumis
aux investigations d'une commission d'enquête, en particulier sous l'angle de leur détermination. Autrement dit, le champ ouvert aux travaux de la Commission était si vaste que chacun comprendra que quelques choix ont dû être faits pour répondre aussi bien que possible à la mission qui lui avait été confiée. Peut-être serait-il raisonnable à l'avenir de circonscrire davantage les questions posées ou alors de recourir à des structures disposant de davantage de temps. Il est vrai que nos missions d'information n'ont pas les mêmes prérogatives que celles des commissions d'enquête. Sur ce point, je dois témoigner que la solennité des procédures représente un atout, mais que, pour autant, les sanctions dont disposent nos commissions d'enquête ne sont pas également adaptées à leur pratique. Par ailleurs, il serait justifié de réfléchir à l'attribution des dispositions les plus utiles aux commissions d'enquête, que sont le témoignage sous serment et les droits d'accès aux informations nécessaires à d'autres instances. Le renforcement du rôle du Parlement y gagnerait sans doute. Pardonnez-moi ces propos institutionnels un peu généraux, mais l'amélioration de notre gouvernance publique est un grand chantier de longue haleine, et si nous avons fait un très grand pas en 2008 à l'initiative du président Sarkozy, rien ne nous empêche d'améliorer ce qui peut encore l'être. Permettez-moi aussi de vous indiquer que les travaux d'une commission d'enquête doivent être situés dans son environnement, ce qui est un défi permanent pour son président. Il ne doit jamais oublier que la commission d'enquête s'arrête là où la justice pénale intervient. Dans le temps de notre mission, des instructions judiciaires ont pu être ouvertes sur tel ou tel dossier que nous avons été conduits à envisager. Nous nous sommes adaptés au rythme de la vie judiciaire, mais il faut bien reconnaître que la chancellerie ne nous a pas systématiquement informés des initiatives des magistrats. Par ailleurs, les commissions d'enquête interviennent dans des champs où existent des organes de supervision, éventuellement dotés de pouvoirs de sanction. Il est naturel que ceux-ci soient informés quand une commission d'enquête vient à se voir signaler des infractions avant même que le rapport ne soit rendu ou dans le cadre de la publication du rapport. La durée de vie limitée des commissions d'enquête pose un problème de suite que nous avons pu rencontrer dans quelques cas et qu'il nous faudra résoudre. Pour achever ce retour d'expérience, je voudrais encore ajouter 2 observations. En premier lieu, il me semble que les informations demandées aux entreprises ont généralement été fournies par celles-ci dans des conditions acceptables, tandis que pour les administrations sollicitées, les retours ont été sensiblement plus incertains. Je dois même indiquer que certaines informations ne sont jamais parvenues malgré le changement de gouvernement. Un temps, nous avons eu la chance de compter parmi les membres de la commission d'enquête Madame Brick, qui réclamait à juste titre que le rapport sur le contrôle fiscal des filiales françaises détenues à l'étranger, qui ne lui avait pas été transmis en tant que rapporteur général, soit transmis à la commission d'enquête. Il ne l'a jamais été, et le président de la commission d'enquête s'associe de tout cœur, Monsieur le ministre, à l'expression du mécontentement de notre ancienne rapporteure générale. En second lieu, je voudrais relayer une préoccupation unanime des membres de la commission d'enquête en formulant le souhait que nous puissions accorder au sujet dont nous nous sommes saisis une attention soutenue dans le temps. Notre commission a beaucoup travaillé. J'y reviendrai, mais il était hors de portée d'apprécier la totalité des éléments de la cause, si je puis dire. Or, comme nous sommes vraiment au cœur d'une affaire de principe, la force de la loi fiscale et du consentement à l'impôt, mais aussi d'une question fondamentale pour notre devenir économique et financier, la commission d'enquête a exprimé la volonté que, sous une forme à définir, le Sénat puisse continuer d'exercer sa mission de contrôle et d'évaluation sur un sujet si essentiel. J'ajoute partager le sentiment des dirigeants des très grandes entreprises françaises que nous avons auditionnés, selon lequel un dialogue régulier avec la représentation nationale sur leur activité et sur leurs comptes constituerait un véritable progrès de méthode. Notre commission a beaucoup travaillé, ai-je dit, et j'y reviens brièvement. Nous avons procédé à 90 auditions au Sénat, de responsables de l'action publique, des professions du chiffre, du droit, des chefs d'entreprise, d'anciens sportifs professionnels, à quoi se sont ajoutés une quarantaine d'entretiens lors des déplacements de la Commission. Ceux-ci ont été au nombre de 3, plus un déplacement du rapporteur à Londres. Je m'empresse de vous indiquer que nous n'avons pas fréquenté les plages de sable fin qu'on associe généralement aux paradis fiscaux, et que les délégations de la Commission ont été à chaque fois très restreintes. Les 3 membres qu'elles ont mobilisés ont effectué des missions à Bruxelles, à Jersey et en Suisse, ce qui n'est
assez loin de représenter l'image reçue des paradis fiscaux. Ni les Bahamas, ni les îles Vierges britanniques, ni les îles Caïmans convenaient que nous avons été pour le moins respectueux des contraintes budgétaires. En somme, nous n'avons pas cédé de notre côté aux délices présumées de l'évasion. Cette rigueur se retrouve, je le crois, dans le rapport adopté par la commission d'enquête. Face à l'ampleur des sujets proposés à notre étude, notre rapporteur a eu le mérite de recenser les principaux éléments d'appréciation, d'en faire l'analyse la plus rigoureuse possible et de nous proposer d'utiles pistes de réforme. Au vrai, la Commission a consacré de remarquables efforts à circonscrire son sujet, puisqu'aussi bien l'évasion fiscale internationale est un pavillon sous lequel naviguent de nombreuses marchandises. Il est d'ailleurs assez remarquable qu'un objet finalement assez fréquemment rencontré dans la presse soit si peu ou si mal déterminé, en particulier dans la littérature savante. Nous sommes le pays de la fiscalité, pas celui de l'analyse de la fiscalité, d'où vient peut-être une forme d'existentialisme fiscal qui a conduit à un système particulièrement peu satisfaisant. Notre rapporteur a eu également la sagesse de proposer à la Commission de recentrer son propos sur l'évasion fiscale internationale plutôt que d'embraser l'évasion des capitaux et ses incidences fiscales par une forme d'inversion des termes de la saisine. Sagesse partagée par l'ensemble de la Commission, mais aussi habileté. Car au fond, si nous pouvons avoir quelques divergences sur la définition de l'évasion fiscale, nous sommes naturellement réunis par une même volonté qui est de prévenir et de sanctionner les pratiques qui aboutissent à tricher avec notre droit. Sans doute aurions-nous eu plus de difficultés à nous accorder si nous avions envisagé les effets de notre législation fiscale sur notre tissu économique. Le rapporteur a légitimement considéré que cette question n'était pas au centre des investigations de la Commission. Je me situe quelques instants aux limites de mon rôle de président de la commission d'enquête telle qu'elle s'est déroulée pour évoquer ce sujet d'une conception large de l'évasion fiscale qu'aurait pu nous conduire à aborder. Si je crois très naturel de s'inquiéter des pertes de recettes fiscales résultant de tricheries, j'incline à penser que nous devrions consacrer autant d'énergie à mesurer les pertes de substance financière et de dynamisme économique que nous occasionne une fiscalité que le rapport décrit très honnêtement comme l'une des plus lourdes d'Europe et par conséquent du monde. Encore n'avions-nous rien vu, si j'en juge, par le choc fiscal que votre majorité s'apprête à infliger aux Français. Vous l'enrobez au nom d'une soi-disant sélectivité de l'effort, mais nous savons bien que l'onde de choc se propagera bien vite aux sous-traitants, aux petits producteurs, aux ménages les plus fragiles. Notre rapporteur a souligné à juste titre l'environnement de concurrence fiscale existant dans le monde. On peut certes le regretter, même si trop souvent la dénonciation de la concurrence fiscale dissimule les carences de compétitivité du système public. Il n'empêche que le réalisme veut qu'on reconnaisse que nos choix collectifs ont été d'ouvrir nos économies et qu'ainsi nous sommes confrontés à la nécessité de nous donner des règles fiscales soutenables. Sans doute pouvons-nous nous accorder pour agir contre les excès de la concurrence fiscale, ce que l'Europe et l'OCDE ont commencé d'entreprendre avec le processus de démantèlement des régimes fiscaux contribuant à une concurrence fiscale dommageable. Mais de grâce, ne mettons pas la charrue avant les bœufs et n'imaginons pas que nos partenaires se rallieront comme un seul homme à notre fiscalité. Dans le contexte de concurrence fiscale que nous connaissons, les orientations que vous suivez constitueront un handicap de compétitivité supplémentaire pour un pays qui doit restaurer sa compétitivité. L'objet de notre commission d'enquête n'était pas d'évaluer cette forme d'évasion fiscale par le découragement des talents qui se produit toujours quand l'impôt se fait confiscatoire. Nous l'avons cependant croisé à plusieurs reprises, et notamment quand, lors d'auditions d'un fervent soutien du président de la République et de sa proposition d'instaurer une tranche d'impôt à 75%, le même concéda qu'au grand jamais il ne conseillerait à son fils de choisir la France pour résidence du fait du niveau comparatif de ses impôts. Cet épisode montre que s'il est facile de porter des jugements à l'emporte-pièce sur une justice qui passerait par la mise au ban des soi-disant riches, il est beaucoup plus responsable et désirable pour un pays de disposer de gouvernements réalistes et de façonner sa fiscalité pour assurer sa prospérité. Or, celle-ci ne passe pas par la restauration structurelle des finances publiques, qui souffrira non seulement
de l'impulsion fiscale négative que vous ferez subir au pays, mais encore de façon beaucoup plus profonde, de l'inévitable affaiblissement de la base productive que l'on doit attendre d'une politique pénalisant l'investissement et le risque. Nous nous retrouverons bien sûr sur ces questions lors de l'examen du projet de finances, et j'en reviens au strict cadre qui nous réunit aujourd'hui, pour mettre l'accent sur quelques-unes des principales conclusions de la commission d'enquête. J'ai évoqué à l'instant sur le plan politique les inquiétudes très vives que inspirent les projets fiscaux. Lors de nos travaux, nous avons rencontré sur le plan plus technique le lancinant problème de l'évaluation des dispositions fiscales. Un très grand nombre de dispositifs fiscaux sont en cause quand on analyse les problèmes d'évasion fiscale internationale et à chaque fois un même constat s'impose. Le défaut trop fréquent d'évaluation sérieuse de nos dispositifs fiscaux. J'ai notamment à l'esprit la suppression du régime du bénéfice mondial consolidé, qui s'est traduite par un recul de l'information sur les opérations réalisées par les groupes multinationaux français, pouvant aboutir à un résultat inverse de celui recherché. Je forme des vœux pour que nous puissions porter remède à cette situation. Nous devons légiférer avec soin, ce qui passe par une réforme en profondeur du processus d'adoption de la loi fiscale où l'évaluation doit occuper toute sa place. Sans doute devrions-nous doter notre Haute Assemblée de tous les moyens nécessaires. À coup sûr, nous devrions nous laisser suffisamment de temps pour procéder à des simulations sans lesquelles la législation fiscale relève trop souvent de la technique du doigt mouillé en météorologie. L'une des propositions du rapport est que nous complétions notre arsenal législatif par l'édiction d'une disposition générale condamnant l'évasion fiscale internationale. Cette proposition me donne l'occasion de souligner l'ampleur des mesures adoptées lors de la précédente législature pour prévenir et combattre l'évasion fiscale internationale. Le rapport en dresse la liste avec une grande honnêteté, même si le rapporteur, comme c'est son droit, s'interroge sur leurs effets. En réalité, 23 mesures ont été adoptées sous la précédente législature, dont un assez grand nombre ont été votées ici à l'unanimité. On peut bien sûr faire mieux. Et nous pouvons nous accorder avec nombre des propositions contenues dans le rapport de notre commission d'enquête. Je crois qu'il s'agit d'une suggestion légitime, mais je dois cependant insister sur la nécessité d'assurer une certaine sécurité juridique aux contribuables, de sorte que si nous engagions dans cette voie, nous devrions particulièrement veiller à cette exigence. Je veux rappeler également le principe constamment réaffirmé par nos juridictions, selon lequel nul n'est contraint d'employer la voie la plus imposée, et que si l'optimisation fiscale ne doit pas déborder sur des pratiques abusives, on ne saurait la reprocher à des contribuables à qui on donne l'opportunité qu'on n'hésite pas à y recourir. La précédente ministre du Budget que nous avons auditionnée avait jugé qu'en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, la seule stratégie efficace était la peur du gendarme. Il est assez peu contestable qu'en effet, nous avons recouru assez largement à cette stratégie dans le passé en renforçant considérablement les moyens d'enquête de l'administration fiscale. Le rapport de notre commission d'enquête préconise une voie complémentaire, consistant à améliorer la gouvernance fiscale des entreprises et à instaurer une forme de contrôle en continu entre les contribuables à forts enjeux et l'administration fiscale. Ces deux orientations présentent chacun un véritable intérêt. Je souligne que ces différentes pistes devraient être accompagnées des conditions nécessaires à la sécurisation des choix fiscaux. Elle passera nécessairement par des obligations de confidentialité, mais aussi par une prise de responsabilité de l'administration fiscale qui devra éclairer plus systématiquement les contribuables, mais aussi le Parlement, sur ses positions sur l'application de la loi fiscale. J'ai tout à l'heure évoqué la concurrence fiscale. Le rapport met bien en évidence les problèmes de coordination qui se posent dans la lutte contre l'évasion fiscale internationale, tant au niveau international qu'en Europe. Le président Sarkozy a beaucoup fait pour mettre la communauté internationale face à ses responsabilités au regard des paradis fiscaux. C'est une tâche qui n'est pas achevée, convenons-en. C'est à juste titre que le rapporteur a insisté sur la fixation d'objectifs ambitieux à notre diplomatie, parmi lesquels celui de mener à bien et d'amplifier le processus de l'examen par les pairs, mais aussi de conclure au mieux les négociations des différentes directives européennes en cours
et de faire pression sur les pays qui rechignent à pratiquer l'échange d'informations, qui est le pivot de la lutte contre une partie importante de l'évasion fiscale internationale. Nous avons, dans le passé, adopté une position dure face aux tentations visant à déroger au principe d'action de la communauté internationale sur ce point. En particulier, nous avons toujours marqué notre opposition aux propositions émanant de certains pays, dont notre voisin suisse, de solder certaines situations fiscales au prix de quelques entorses à ces principes. Certains de nos voisins, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Autriche, n'ont pas montré la même fidélité à ces principes. Je voudrais, Monsieur le Ministre, que vous puissiez nous préciser si vous entendez vous situer dans la continuité de l'action de la précédente majorité sur ce point. Une série de propositions vise à renforcer l'efficacité de la coordination de la politique de la lutte contre l'évasion fiscale internationale en la situant dans un ensemble plus vaste de protection des intérêts financiers publics. La création d'un haut commissariat irait dans ce sens. Mais c'est également le cas des propositions concernant la prescription fiscale, le régime des présomptions dans le champ des prix de transfert, les recommandations portant sur les moyens du contrôle fiscal et de nombreux autres. Ces propositions méritent à l'évidence un débat approfondi que j'appelle de mes vœux. Il faudra respecter les libertés fondamentales, ce dont je crois tout le monde est d'accord, pour tenir compte des progrès d'efficience que peut réaliser l'administration fiscale, dont, par exemple, le déploiement des moyens sur le territoire n'est pas toujours en harmonie avec les enjeux fiscaux et d'y gérer les très nombreuses mesures adoptées lors de la précédente législature. Monsieur le Président, Madame la Présidente, excusez-moi, en vous renouvelant mes remerciements pour l'organisation de ce débat, je crois pouvoir vous dire que les 61 propositions de la Commission retiendront encore longtemps notre attention sur un sujet qui le mérite. Monsieur le Ministre, je forme les vœux pour que le dialogue entre le Sénat et le gouvernement se poursuive activement sur ce point et que les divergences qui peuvent nous séparer ne nuisent pas à notre accord, que je crois profond, de voir la loi fiscale pleinement respectée. Je voudrais, pour conclure, remercier au nom de tous les membres de cette commission l'ensemble des fonctionnaires du Sénat qui, sous l'impulsion de M. Paolini, nous ont permis de mener à bien cette mission. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président de la Commission. La parole est à Éric Bocquet, rapporteur de la Commission d'enquête. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, au cours des quelques mois que la Constitution a concédé à la Commission d'enquête créée par le Sénat, à l'initiative du groupe auquel j'ai l'honneur d'appartenir, pour explorer l'évasion fiscale internationale, nous avons voulu, avant tout, comprendre et exposer de quoi celle-ci est le nom. Évoquée régulièrement au gré le plus souvent de révélations scandaleuses, l'évasion fiscale internationale n'était-elle qu'une chimère, un phénomène accidentel ou bien un élément courant de la vie économique et financière contemporaine? Cette question valait qu'on la pose, d'autant que les travaux disponibles sur ce sujet en France se singularisaient par leur extrême rareté, sinon par leur totale inexistence, lacune particulièrement choquante s'agissant du vide des sources publiques et faisant contraste avec une relative abondance dans les pays étrangers, anglo-saxons notamment, et avec l'activisme des officines qui promeuvent et vendent, entre guillemets, effectivement, avec un grand profit pour elles, des schémas d'évasion fiscale internationale. Nous pouvons aujourd'hui espérer que notre commission d'enquête aura été une étape dans la trajectoire conduisant à l'indispensable construction d'une politique publique cohérente et résolue de lutte contre l'évasion fiscale axée sur l'efficacité et la transparence. Car pour mettre fin à un suspense intolérable, je dois vous dire que la commission d'enquête a identifié l'existence de risques systémiques d'évasion fiscale qui représentent des enjeux financiers considérables, de sorte que l'évasion fiscale doit être considérée comme la manifestation d'une crise de l'impôt particulièrement grave par ses incidences financières, mais aussi économiques, sociales et politiques franchement délétères. En ne quantifiant que ce qu'il nous a été donné de quantifier, c'est-à-dire en devant négliger certaines sources, vraisemblablement très considérables d'évasion fiscale, comme les échanges internationaux de services, les opérations financières internes aux groupes de sociétés ou encore les incidences des transferts de résidence des particuliers, nous pouvons avancer un risque excédant 30 milliards d'euros, qui est donc le bas d'une fourchette d'estimation dont la hauteur, qui devrait être déterminée par des travaux complémentaires, pourrait se situer bien au-delà.
En bref, la dimension du risque financier lié à l'évasion fiscale internationale nous est apparue comme supérieure au risque total associé à l'ensemble des risques de fraude aux prélèvements obligatoires estimés par le Conseil des prélèvements obligatoires. Notre estimation des risques peut sembler très élevée. Elle converge remarquablement avec celle que proposent essentiellement à l'étranger et pour des pays comparables aux nôtres les observateurs les plus attentifs du phénomène. Or, ces risques sont très loin de n'être que théoriques. Il existe un véritable faisceau d'indices permettant de conclure à leur réalisation effective. Ainsi, nous avons pu identifier l'existence d'une véritable industrie mobilisable par les candidats à l'évasion fiscale internationale, d'un contexte globalement très favorable à la réalisation de ces risques systémiques qui passent par l'emploi de vecteurs, les œuvres d'art, les échanges commerciaux, les circuits de financement et de techniques juridiques, comptables, financières très diversifiées. Nous avons également relevé l'accumulation d'informations tendant à accréditer le soupçon d'un phénomène massif et usuel, qu'il s'agisse par exemple de la multiplication des découvertes portant sur des actifs non déclarés détenus dans tel ou tel paradis fiscal, de l'inventaire fourni des schémas évasifs réunis par l'OCDE, qui compte désormais plus de 350 recettes d'évasion fiscale, ou de la réinterprétation de certains flux financiers de soi-disant investissements directs internationaux correspondant en fait à des prêts intragroupes à la finalité fiscale évidente. À ce propos, je souhaiterais recevoir des assurances sur les effets de l'exclusion de la fiscalisation des intérêts prévus dans le projet de loi de finances que nous allons examiner prochainement, des opérations internes aux groupes de sociétés qui sont pourtant particulièrement suspectes. Je voudrais en être certain. Je dois enfin préciser que je comprends qu'elle ne portera que sur les groupes fiscalement intégrés, mais je voudrais en être certain. Je dois enfin préciser que pendant les travaux de la commission d'enquête, et peut-être ne fût-ce pas sans lien avec eux, un certain nombre de faits sont intervenus, je pense à l'affaire UBS, mais aussi à d'autres dossiers, sans doute moins grand public, qui, faisant monter la partie émergée de l'évasion fiscale internationale, nous confortent dans la conviction que beaucoup reste encore à faire émerger. Évidemment, une observation essentielle s'impose. L'évasion fiscale internationale se nourrit de l'opacité. Celle-ci est largement offerte par l'extrême sophistication de la vie économique contemporaine, par le renforcement de la part des processus immatériels dans la création de valeur économique, tendance qui, devant se renforcer à l'avenir, annonce une riche prospective de la problématique de l'évasion fiscale internationale, par un renforcement de la dimension financière de l'économie et par une série de défaillances informationnelles délibérément ménagées par certains outils juridiques et par certains États. Ces constats doivent guider la définition et la conduite de l'action contre l'évasion fiscale internationale. Il est inutile en cette période de stress financier d'insister beaucoup sur l'apport que pourrait représenter une politique permettant de recouvrer les dettes fiscales éludées grâce aux pratiques d'évasion fiscale internationale. Il faut aussi comprendre que ce que celle-ci met en cause n'est pas seulement le rendement de nos prélèvements, mais plus encore peut-être la justice fiscale et économique et l'autorité même de notre démocratie. L'évasion fiscale internationale porte une grave atteinte à l'équité de notre système fiscal, tant horizontale entre les détenteurs de revenus analogues que verticale entre les plus aisés et ceux qui le sont moins. Elle rompt l'égalité des conditions de concurrence et fait obstacle au financement dont nous avons besoin pour élever notre croissance potentielle. Elle remet en cause la possibilité même de construire une démocratie solidaire et de progrès économique et mine l'autorité de la loi fiscale que nous votons. Elle permet de substituer au consentement démocratique à l'impôt qui s'exprime dans cet hémicycle l'individualisme fiscal en créant et en prospérant dessus des zones de non-droit, voie privilégiée de l'évasion fiscale. Je voudrais insister sur ce point car je crois que l'évasion fiscale internationale est le symptôme d'une crise du droit fiscal confrontée aux évolutions d'un contexte économique marqué par une globalisation financière dérégulée qui ébranle l'action publique, à commencer par ses concepts. Notre commission d'enquête a dû constater que la notion même d'évasion fiscale internationale suscitait une forme d'embarras de la pensée chez la plupart de ses interlocuteurs. En particulier, les frontières entre l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale sont apparues incertaines et on se souvient du mot du chancelier de l'échiquier britannique, Dennis Healey, qui les identifiait par référence au mur de la prison. Notre législation fiscale porte la trace de cet embarras et elle s'en trouve par conséquent affaiblie. De ce fait, notre commission d'enquête a souhaité qu'elle franchisse un pas décisif de son histoire. Nous pensons qu'il conviendrait, ainsi que le Royaume-Uni a commencé de l'entreprendre, de s'attacher à introduire dans notre droit une disposition générale condamnant l'évasion fiscale internationale, autrement dit une norme anti-évasion
qui, en tant que disposition globale, manque singulièrement à notre arsenal législatif. Comme celle-ci tend toujours à créer un écart entre la valeur économique intrinsèque d'une situation et l'assiette fiscale, il conviendrait que cette norme dépasse les concepts essentiellement juridiques qui limitent trop souvent l'efficacité des instruments partiels dont nous disposons aujourd'hui pour lutter contre les abus de droit ou les actes anormaux de gestion. Après tout, c'est bien ce primat de l'économie qui anime les réflexions sur le projet AXIS, assiette commune d'imposition des sociétés en Europe. La nécessité de faire mieux coïncider l'imposition et le revenu et d'ainsi restaurer la force de l'adage « ubi emolumentum, ibi onus » s'impose dans un monde où la liberté des mouvements de capitaux, des biens et des personnes offre sur un fond de concurrence fiscale sans garde-fou à tout à chacun des opportunités injustifiables de shopping fiscal. On l'a compris, ce n'est pas par simple intérêt intellectuel que nous devons clarifier notre conception de l'évasion fiscale internationale. Cette démarche doit avoir tous les prolongements juridiques et pratiques qu'appelle la lutte contre une pratique aussi pernicieuse, et cela commence par l'édiction d'une norme assez puissante pour réduire les interstices par lesquels elle se propage. Dans les pratiques d'évasion fiscale internationale se retrouvent toujours les effets de la déréglementation qui est un trait fondamental de l'économie contemporaine depuis une trentaine d'années, ainsi que l'existence d'un contexte d'hétérogénéité des régimes fiscaux nationaux. Sous ce dernier angle, la problématique des paradis fiscaux se présente comme une forme paroxystique et caricaturale. La commission d'enquête a pris acte des initiatives prises par le Concert des Nations à leur encontre. Pour autant, les paradis fiscaux ont-ils disparu? Des listes internationales ou nationales où ils furent un temps inscrits dans l'intention de les stigmatiser, assurément. Du paysage financier international, pas le moins du monde. Les listes officielles se vident, les listes de comptes non déclarés se multiplient. Au demeurant, cette politique de la liste a des limites flagrantes. Les listes des différentes organisations internationales ne se recoupent pas, alors même qu'elles prétendent couvrir des problèmes analogues de conformité. Leur portée juridique est nulle et leur déclinaison au niveau national s'en ressent. À ce niveau, chaque pays est en quelque sorte face au reste du monde en état de quasi-complète incertitude sur les décisions que prendront ses partenaires qui sont en fait ses concurrents. Autrement dit, comme c'est systématiquement le cas, la mondialisation n'est pas gouvernée sur le plan fiscal et même l'objectif minimal d'éliminer les nuisances les plus caricaturales n'est pas atteint. On y retrouve la même logique de soumission des politiques de lutte contre l'évasion fiscale à une concurrence fiscale qui permet à l'évasion fiscale internationale de prospérer. Nous avons pu constater les effets de cette carence en France où, non content d'avoir orienté la lutte contre l'évasion fiscale internationale des pays à fiscalité privilégiée vers le champ plus restreint des paradis fiscaux, nous nous sommes attachés à réduire leur périmètre sur la base de considérations incompréhensibles. C'est ainsi que, pendant les travaux de notre commission, par simple arrêté, la liste des paradis fiscaux a été vidée de 11 États, dont le Panama, paralysant un peu plus les dispositions législatives adoptées dans cet hémicycle pour lutter contre les paradis fiscaux. Certes, nous avons courageusement ajouté à notre liste le Botswana, qui rejoint dans notre mise à l'index les 7 États encore englobés par notre vision des paradis fiscaux, dont les 1500 habitants de Niue ne sont pas les moindres. À l'évidence, un changement de braquet s'impose, à moins qu'on ne se satisfasse du triomphe de l'âge de l'offshore, qui voit Singapour accueillir davantage de dépôts bancaires que le Brésil et le Canada réunis, les îles Caïmans gérer davantage de ressources que l'Allemagne et les îles Vierges britanniques compter 16 entreprises par habitant, dont au demeurant une assez grande partie doit se trouver au chômage. Or, qui peut se satisfaire de que le offshore abrite des actifs des ménages évalués à environ 12 000 milliards de dollars pour des pertes fiscales considérables pour les pays de provenance et aux utilisations incontrôlables et vraisemblablement pour partie criminelle, voire terroristes. Il nous faut donc remédier aux faiblesses de la coordination internationale de la lutte contre les paradis fiscaux. Outre sur les efforts de votre gouvernement, Monsieur le Ministre, on devrait pouvoir compter en ce domaine sur l'Europe. Mais malheureusement, la consistance de l'action européenne est, là comme ailleurs dans le champ fiscal, beaucoup trop mince. Pour tout dire, l'Europe a été trop absente d'une action qui a pris racine dans le G20, c'est-à-dire dans une enceinte de coordination molle et ambiguë, si je me réfère aux positions de nos partenaires chinois, qui ne semblent guère favorables à cette politique, et à celle des États-Unis, qui obéissent à des principes de géométrie variable dont une analyse géopolitique pourrait révéler les intentions. Mais si l'Europe ne fait presque rien dans le monde, c'est sans doute qu'elle commence par ne presque rien faire chez elle. On sait que la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale. On doit reconnaître que l'Union européenne, c'est un euphémisme, n'est pas davantage une zone fiscale optimale. Rien, ou presque, n'est prévu
pour réguler les chocs fiscaux que les États s'infligent les uns aux autres et, ce qui est encore plus préoccupant, on laisse subsister des comportements fiscaux hautement dommageables. Le code de conduite, qui avait été créé pour lutter contre la concurrence fiscale dommageable, ne suffit plus, c'est évident. De toute façon, il ne couvrait pas la fiscalité des particuliers. La directive épargne est bloquée par quelques-uns de nos partenaires au nom de l'existence de paradis fiscaux extérieurs à l'Union européenne. De son côté, la Cour de justice de l'Union européenne approfondit sans cesse une jurisprudence qui juge la moindre mesure de régulation à l'aune des principes sacrés des traités, sans se préoccuper le moins du monde des ruptures d'équilibre que cette jurisprudence occasionne dans les contrats sociaux propres à chaque pays. Elle favorise les comportements de passagers clandestins qui minent ces équilibres. Vous le savez bien, Monsieur le Ministre, puisque l'audit des finances publiques réalisé par la Cour des comptes vous a alerté sur l'ampleur des risques financiers résultant de certains contentieux qui, par plusieurs aspects, portent directement sur ces questions. J'ajoute que la commission d'enquête a pu identifier un risque non négligeable en lien avec la fiscalité des transferts de sièges sociaux d'entreprises. Je n'évoque pas ici la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, dont certains prolongements pourraient se révéler totalement destructeurs pour toute forme de vie collective. Manifestement, ces constructions prétoriennes n'ont que faire des conclusions du GAFI, dont les rapports alertent sur les graves insuffisances des cadres législatifs et réglementaires existant dans nombre de pays européens ou très étroitement liés à l'Union européenne pour maîtriser les risques de blanchiment, notamment de fraude fiscale. Tout cela laisse l'Union européenne sans véritable réaction. Notre pays n'est pas exempt de reproches, puisqu'en son temps, nous avons, semble-t-il, préféré inscrire à l'ordre du jour du Conseil ECOFIN la baisse de la TVA sur la restauration plutôt que le projet Axis d'assiette consolidée d'imposition des sociétés, qui pourtant devrait être un moyen de lutter contre les effets de l'évasion fiscale favorable à la France. On m'a également indiqué que nous avions refusé de participer à un groupe de travail réuni pour examiner les problèmes posés par le Liechtenstein après la découverte de la liste de la banque LGT présidée par le prince de ce pays. Au moins, la France semble-t-elle défendre une position de principe sur les affaires Rubik, mais elle paraît de plus en plus isoler ses partenaires, créant une brèche dans la seule position commune de l'Europe, à savoir sa pétition de principe de privilégier l'échange d'informations avec les tiers. On pourrait se dire que la lutte contre l'évasion fiscale en Europe pourrait passer par des coordinations renforcées, puisque les principaux problèmes sont le fait soit de petits pays qui ont un intérêt majeur à pratiquer les politiques fiscales non coopératives, soit de pays à intérêt financier considérable et à tradition européenne fluctuante, mais il faut bien reconnaître que les tentations de pays comme l'Allemagne ou l'Italie de céder sur les principes sont peu engageantes. Mais le sursaut est possible et nous sommes confrontés à des choix historiques. Je n'ai pas en tête seulement l'affaire Rubik, mais aussi, plus largement, ce qui se joue au cœur même de l'Europe, dans les pays fondateurs, qui laissent libre champ aux pratiques sur lesquelles se fonde l'évasion fiscale internationale. Je crois qu'il est grand temps de progresser vers une intégration de la politique de lutte contre l'évasion fiscale en Europe, qui ne s'interdise pas de reconnaître que l'évasion fiscale existe au cœur même de l'Europe. C'est dans cet esprit que doivent être appréciées les différentes propositions qui ont trait à la dimension européenne de notre sujet et sur lesquelles je souhaiterais que vous puissiez nous donner le sentiment du gouvernement. Nous attendons que la diplomatie économique que vous avez à raison souhaité renforcer permette de discipliner les pratiques fiscales en Europe, de sorte que cesse la guerre fiscale que se livrent les États au détriment les uns des autres, mais aussi des contribuables qui ne contournent pas leurs dettes fiscales et qui, globalement, sont les moins favorisés. Nous ne saurions trop vous inviter à faire tout pour que les révisions des directives dont les trous favorisent l'évasion fiscale en Europe, la directive épargne, celle sur l'information des sociétés, celle sur les intérêts et les redevances, celle sur les mères et filiales, interviennent au plus vite. Nous attendons une Europe plus cohérente et plus forte face aux paradis fiscaux, à tous les paradis fiscaux, c'est-à-dire également à ceux qu'elle nourrit en son sein ou à sa très proche périphérie. Insistons encore pour que dans les débats que nous aurons sur la supervision bancaire en Europe, la lutte contre le blanchiment de la fraude fiscale soit au cœur des normes communes du régulateur. Nous sommes convaincus, par ailleurs, qu'une haute priorité devrait être accordée à l'instauration d'une assiette consolidée d'imposition des sociétés. Je voudrais évoquer d'un mot les problèmes posés par les transferts de résidence des personnes, voire par leur changement de nationalité. La commission d'enquête a souhaité que cette question soit rapidement résolue. Je vous invite en particulier à remédier à l'anomalie que représente la péremption de la valeur fiscale du capital humain constitué à partir des investissements publics quand des individus qui ont largement bénéficié des transferts publics s'exemptent par leur changement de résidence d'en acquitter les contreparties fiscales. Dans un tout autre domaine, la résiliation de la convention fiscale entre la France et un Danemark ne se résignant pas à voir les revenus différés constitués au Danemark taxés en France illustre cette problématique.
En ce qui concerne la dimension domestique de la politique de lutte contre l'évasion fiscale, je voudrais mettre en évidence un certain nombre de problèmes auxquels l'Assemblée et la commission d'enquête se trouvaient confrontées. Je crois possible de résumer ces différents problèmes en évoquant le monopole contesté des administrations fiscales ou, si vous voulez, les limites d'une action publique qui repose sur l'ambition de l'administration fiscale d'être au centre ou en surplomb de tout. Ce modèle subit un sourd effritement et s'y agripper à tout prix serait sans doute une erreur. Reconnaissons d'abord que la citadelle Bercy, entre guillemets, comme on la nomme parfois, a fait des progrès pour dépasser le principe traditionnel des baronnies qui l'animait. La Direction générale des finances publiques a finalement vu le jour et en son sein a été créé un service du contrôle fiscal. Ces évolutions n'empêchent pas le maintien d'une superposition de structures internes à la DGFiP qui sont spécialisées selon des découpages fonctionnels qui ne vont pas de soi, tout particulièrement pour les affaires à forts enjeux fiscaux. Les problèmes de coordination régulièrement évoqués par la Cour des comptes s'aggravent sans doute du fait du maintien hors DGFiP de structures qui restent en marge pour des raisons qu'on peut comprendre, mais avec des effets peu favorables pour le contrôle fiscal. J'ai en tête les douanes, mais aussi la Direction générale du Trésor, l'INSEE, la DGCIS, qui sont des directions stratégiques apparemment peu ou insuffisamment impliquées, alors que s'y trouvent des ressources d'intelligence économique évidentes et particulièrement nécessaires à une action qui réclame des efforts soutenus d'observation et d'analyse. Je relève également le positionnement peu lisible de la délégation interministérielle à l'intelligence économique. La diversité des intervenants s'accentue quand on élargit le point de vue en dehors du ministère des Finances. Au demeurant, la commission d'enquête a relevé que ces problèmes de coordination donnaient lieu à la création de structures de coordination qui foisonnent, mais semblent parfois hors d'état de coordonner quoi que ce soit. Nous l'avons senti avec le Kolb, mais nous pourrions également citer la délégation nationale à la lutte contre les paradis fiscaux, tout en saluant l'intime connaissance de son sujet par M. Daubert, qui la préside en même temps que le forum chargé de la revue par les pairs, ou encore sur les fonctions de la délégation nationale à la lutte contre la fraude. Outre les questions pratiques que pose cette organisation à tous les niveaux de sa conduite, il faut bien reconnaître qu'elle ne favorise pas la lisibilité et la visibilité d'une action publique qui devrait être plus transparente et plus largement exposée à l'appréciation de nos concitoyens. C'est pour cet ensemble de raisons que la commission d'enquête a préconisé la création d'un haut commissariat à la protection des intérêts financiers publics qui ne s'ajouterait pas aux structures existantes, mais les sublimerait en quelque sorte. La place de l'autorité judiciaire et son rôle dans la politique de lutte contre l'évasion fiscale sont un sujet à part entière. Nous avons connu une phase de judiciarisation de l'action de l'administration fiscale avec la création d'officiers fiscaux judiciaires, le renforcement des liens avec la police judiciaire, la création d'une flagrance fiscale. De son côté, l'autorité judiciaire pénètre dans la gestion des fraudes fiscales en s'efforçant de réunir les moyens de traiter ces dossiers, ce qui suppose l'accès à des informations que le mauvais fonctionnement de la coopération judiciaire dans le champ fiscal ne permet pas souvent et des compétences techniques difficiles à réunir qui demandent des affaires dont la complexité n'est pas à démontrer. Malgré la contrainte d'effectifs très forte qu'elle subit, elle le fait aussi en élargissant le champ de son intervention. De ce dernier point de vue, elle procède moins par l'exercice de ses compétences spécifiques de répression de la fraude fiscale, qui sont soumises à des limites, notamment du fait de la règle qui confie un monopole de l'action publique au ministère du Budget que par d'autres voies, plus détournées, comme celle offerte par la répression des infractions connexes à la fraude, notamment celles prévues au Code monétaire et financier. De façon générale, la commission d'enquête a pu constater un certain manque de vigueur de la répression pénale de la fraude fiscale qui, par ailleurs, se trouve soumise à un double verrou, celui du ministre du Budget et celui des procureurs. Quant à la politique pénale de répression de l'évasion fiscale proprement dite, elle reste à définir, car si l'évasion fiscale est parfois sanctionnée administrativement, elle paraît systématiquement échapper aux sanctions pénales. La Commission a examiné le rôle de la Commission des infractions fiscales et le monopole de saisine attribué au ministre du Budget. Sans remettre en cause l'esprit du dispositif, elle a souhaité qu'un certain nombre de clarifications puissent intervenir, notamment sur le contrôle de l'appréciation de l'opportunité des poursuites, tant au niveau ministériel qu'à celui des parquets. Elle a par ailleurs relevé les difficultés posées par les appréciations divergentes portées sur la question de la loyauté des preuves et par la mise en œuvre de l'article 40 du Code de procédure pénale et suggéré quelques solutions. Il existe une tendance récente notable qui voit se diversifier les modalités de maîtrise de la fraude et de l'évasion fiscale. J'ai plus haut évoqué le GAFI, qui correspond à un processus visant à contrôler les fraudes au plus près du terrain. Je pense que cette diversification de l'action publique est louable parce qu'elle manifeste la préoccupation de compenser les effets d'une dérégulation excessive qui a fait perdre au gouvernement la plupart de leurs instruments de contrôle et de maîtrise de la vie financière. Je voudrais également évoquer, avant de terminer, la conception un peu irénique de l'action de contrôle de l'administration des finances
qui peuvent la conduire à privilégier une position de surplomb régalien et à sous-estimer les difficultés auxquelles elle se trouve confrontée. La Commission a conclu à la nécessité de développer les moyens du contrôle et nous souhaitons que les réductions d'emplois de la DGFiP n'amputent pas ces moyens. Par ailleurs, la diversification des qualifications et leur mise à niveau doivent être des efforts constants. Il faut conclure. Bien, j'en viens à la conclusion, Madame. Je rappelle tout simplement que notre homologue américain sur ce sujet dispose en son sein d'un sous-comité permanent qui fait référence par ses travaux dans le monde entier. Je crois qu'on pourrait s'inspirer de ce sujet. Je crois également que la constitution en France autour de ces questions d'un réseau d'organisations non gouvernementales très dévouées et actives en lien avec des organisations analogues dans les pays partenaires de la France doit être un vrai stimulant pour un engagement pérenne de notre Haute Assemblée s'agissant d'un sujet aussi essentiel que notre pacte républicain. 2 secondes encore pour m'associer à l'hommage rendu par Philippe Dominati aux administrateurs du Sénat qui ont eu une implication très forte dans le travail et qui ont permis que cette commission fonctionne dans d'excellentes conditions. Merci de votre attention. Merci, monsieur le rapporteur de la commission. Dans la suite du débat, la parole est aux orateurs des groupes. J'appelle Jacques Chiron. Madame la Présidente, Madame le Ministre, chers collègues, j'ai eu l'honneur de participer pendant 6 mois aux travaux qui ont permis de rendre public le 24 juillet dernier un rapport adopté à l'unanimité des membres de la commission d'enquête, cela a été précisé, sur l'évasion fiscale. Ce rapport comporte 61 propositions et de nombreux outils qui vont permettre, j'espère, au gouvernement de travailler avec un état des lieux précis des schémas d'évasion et d'optimisation. L'unanimité du vote de la Commission traduit un consensus sur les grands constats, mais aussi sur les pistes à suivre afin de lutter contre l'évasion fiscale internationale. Elle traduit aussi l'état d'esprit qui a guidé nos travaux. Et je tiens à remercier le président Philippe Dominati, le rapporteur Éric Bocquet et, comme vous l'avez déjà fait, l'ensemble des administrateurs et services du Sénat pour ce travail remarquable. Concernant nos propositions, je veux en retenir d'abord une qui me semble particulièrement indispensable et vous l'avez déjà évoqué, monsieur le rapporteur, la création d'un haut commissariat à la protection des intérêts financiers publics. Le Haut Commissariat assurerait à la fois des fonctions de pilotage, de coordination et d'expertise dans notre politique de lutte contre l'évasion. Chargé de formuler des propositions en matière législative et réglementaire, il pourrait être placé sous l'autorité directe du Premier ministre pour coordonner les différents services en charge de la fraude et de l'évasion qui relèvent de plusieurs ministères. Il nous permettrait de disposer enfin d'une expertise de haut niveau nécessaire pour faire face à la complexité des procédés utilisés par les cas particuliers des entreprises qui ont de plus en plus recours à des conseils de spécialistes pour optimiser leurs revenus et impôts. Je souhaiterais aussi, pour ma part, insister sur un point particulier, car comme vous l'avez compris et constaté en écoutant le rapporteur, le sujet est vaste. J'insisterai particulièrement sur la coordination des pays à l'échelle européenne. En effet, les auditions et déplacements réalisés par la commission d'enquête montrent les différentiels importants d'un pays à l'autre dans l'Union européenne en matière de politique fiscale. Cette existence de multiples régimes fiscaux encourage les entreprises et particuliers à, entre guillemets, optimiser leurs revenus et impôts, créant ainsi une situation de concurrence et parfois de fraude qui porte à plus de 1 000 milliards le manque à gagner annuel sur l'ensemble des pays de l'Union européenne, soit 5 fois le budget total de l'Union européenne. La souveraineté fiscale pousse les dirigeants nationaux à construire une stratégie individualisée qui conduit majoritairement à des accords bilatéraux entre États, alors même qu'un accord à l'échelon de l'Union européenne contribuerait à garantir à terme une égalité de traitement pour tous les pays. Les progrès à accomplir sur la voie de la concurrence fiscale loyale restent immenses. Cependant, force est de constater que la situation actuelle permet difficilement pour le moment la mise en place d'un dispositif efficace à l'échelle de l'Union européenne, même si le plan d'action de la Commission européenne, dont nous avons rencontré certains représentants à Bruxelles, notamment le commissaire Michel Barnier, ce plan qui a été présenté fin juin,
pose des bases intéressantes d'un travail qui pourrait néanmoins se heurter à l'obligation d'unanimité en matière de taxation fiscale. Dans ce contexte, il pourrait devenir pertinent de se doter d'une stratégie volontariste de coopération fiscale, au moins entre les États de la zone euro. Une zone dans laquelle les États ont déjà accepté une démarche commune, intégrée autour de l'union monétaire. L'équilibre de recettes de chacun des 17 pays de cette zone euro conditionne en partie la stabilité de notre monnaie commune. Ce travail de lissage, d'harmonisation, doit s'accompagner d'une politique commune à l'égard des pays tiers, qui soient ou non en zone euro. Elle permettrait peut-être collectivement d'être plus forts pour obtenir l'échange automatique d'informations, adopter les mesures coordonnées à l'encontre des juridictions qui refusent d'appliquer les principes de bonne gouvernance, comme peut le faire aujourd'hui les États-Unis par la force et le poids de son économie. C'est une première étape qui peut permettre, dans un cadre plus favorable, de se donner des règles collectives et d'inciter les pays tiers à rejoindre en cours la démarche. Dans son rapport 2011, l'organisation Transparency International, TI, précise que les difficultés économiques que traverse la zone euro, je cite, sont en partie liées à la capacité des pouvoirs publics à lutter contre la corruption et l'évasion fiscale, qui comptent parmi les causes principale, du moins en partie, de la crise. Pour preuve, les pays les plus touchés par la crise de la dette font partie des États de l'Union européenne ayant obtenu les notes les plus basses dans cette enquête. La Grèce est en avant-dernière place sur les 30 pays de la région Union européenne et Europe de l'Ouest. À ce titre, le directeur de la brigade grecque des contrôles fiscaux a lui-même reconnu que l'évasion fiscale en Grèce atteint 12 à 15 % du PIB, soit 40 à 45 milliards d'euros par an, et que, s'il pouvait en récupérer la moitié, le problème de la Grèce serait en partie résolu. L'Italie est en 27e place sur la zone euro, et on a pu voir ces derniers mois le président du Conseil se battre contre cet état de fait. Dans ces deux États, le montant des pertes de recettes est de la même ampleur que le montant du déficit annuel. On le constate, chers collègues, le système devient un cercle vicieux. L'apathie des pouvoirs publics à lutter contre la fraude fiscale génère un sentiment de défaillance très fort dans ces pays. Ces capitaux n'irriguent plus l'économie nationale, déjà en grande difficulté. Sans être la seule explication de la crise, l'évasion et la fraude fiscale sont aujourd'hui un élément de sa pérennisation. Je tiens également à préciser que les opinions publiques européennes évoluent parfois plus vite que les dirigeants sur la question. C'est le cas de la Suisse, dont chacun connaît les particularités sur le plan fiscal. 4 cantons ont déjà approuvé la votation citoyenne, par votation citoyenne l'abolition du régime fiscal qui met en place un système d'imposition très avantageux pour les riches expatriés. Et même si certains s'y refusent encore, les chiffres de ces référendums témoignent d'une avancée. La pression populaire peut permettre d'accélérer le processus et oblige, pour ceux qui, par exemple en Suisse, pour ceux qui sont encore réticents, à augmenter les barèmes d'imposition. C'est aujourd'hui la responsabilité des dirigeants des États européens et particulièrement de la zone euro d'expliquer à tous les citoyens que, parallèlement à la crise économique et sociale que nous traversons, il existe une véritable crise de l'imposition que nous devons traiter en priorité. Car c'est aux citoyens qu'on impose ensuite l'austérité pour compenser les manques à gagner qu'elle génère pour l'État. Le rapport de la commission d'enquête propose également plusieurs pistes pour renforcer la transparence et la coordination à l'échelle européenne. Sans être exhaustif, je veux citer la création d'un registre européen des trusts, la mise en place d'un fichier européen des comptes bancaires, la création d'une obligation de transparence comptable pays par pays pour les multinationales, l'élargissement d'Eurofisc à d'autres impôts que la TVA pour structurer la coopération entre les administrations fiscales, l'attribution d'un numéro d'identification fiscale commun aux contribuables européens, la création à terme d'une brigade européenne de contrôle, la mise en place d'une coopération renforcée pour créer une assiette commune obligatoire pour l'impôt sur les sociétés. Toutes ces propositions sont maintenant à la disposition du gouvernement et peuvent être proposées dans le cadre de la zone euro. Je me réjouis d'ailleurs de voir
depuis plusieurs semaines nos ministres qui prennent la mesure et l'importance de cette question. Les premières déclarations au sujet de l'évasion fiscale vont dans le sens préconisé par le rapport de la commission d'enquête. Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances, a déjà manifesté le souhait de renégocier les conventions fiscales avec la Suisse, le Luxembourg, l'Autriche et la Belgique. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, a rencontré dernièrement son homologue suisse pour échanger sur les relations fiscales entre les deux pays, notamment sur le sujet de la convention de double imposition. Jérôme Cahuzac, ministre du Budget, a annoncé le week-end dernier que le gouvernement prévoyait, avant la fin de l'année, un plan de lutte antifraude avec des moyens renforcés pour l'administration dans ses pouvoirs d'investigation, d'enquête et surtout de recouvrement. Sa mise en œuvre en 2013 pourrait permettre de détecter 4 milliards de fraude fiscale. Enfin, dans un discours de politique générale, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault avait déjà mis en avant la notion de patriotisme fiscal. Mais c'est avec toutes les bonnes volontés que nous devons continuer d'avancer sur ce dossier majeur. Dans le contexte que chacun connaît, il est indispensable de renforcer enfin l'équilibre et l'efficacité de notre système de prélèvement obligatoire. Les moyens mobilisés pour lutter contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale doivent être à la hauteur des attentes et des enjeux, à la hauteur de notre ambition de justice. Alors que nous demandons un effort important aux Français pour redresser notre situation budgétaire, on ne peut accepter que certains, notamment ceux qui ont le plus de moyens, puissent aussi facilement s'en affranchir. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Nathalie Goulet. Madame la Présidente, Madame le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, trop, c'est trop. Trop de fraude, trop d'évasion fiscale, trop de réglementation et partant trop de failles bien exploitées par trop de fins limiers de l'évasion trop bien formés. Trop de carences dans les moyens en hommes et en formation, trop peu de moyens pour les parquets, trop peu de coopération internationale, trop de carences dans les échanges d'informations, trop d'organismes trop étanches aux missions trop séquencées, trop de carences dans une volonté politique nationale et internationale. Trop, c'est trop, et ce rapport trop volumineux de 2000 pages en est le reflet. C'est assez rare que les mots me manquent, mais je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal à choisir les axes de mon intervention, tant les travaux de notre commission ont été riches et divers. Comment faire le tri parmi 61 propositions, toutes plus intéressantes les unes que les autres, de la simple réorganisation technique aux actes de formation, en passant par des mesures législatives ou réglementaires, nationales ou internationales, sans doute privilégier, Madame le Ministre, celles qui ne coûtent rien. Un regret, que M. Cambadélis ne soit pas dans nos tribunes. Je plaisante, mais vous connaissez les femmes toujours un peu rancunières. Madame le Ministre, j'ai donc choisi l'illustration nourrissant un doute sur la capacité des uns et des autres à lire les 2000 pages de ce rapport. Dans le domaine de la fraude, nous sommes dans la guerre de l'obus et du blindage. Quand le blindage est le droit fiscal, il ressemble déjà à une passoire qui fait les beaux jours des fiscalistes avertis et des fraudeurs. J'ai choisi de m'intéresser à l'administration des douanes, pour laquelle j'ai une tendresse particulière. Cette administration est exemplaire et, semble-t-il, un peu désarmée, traitée à la marge, comme dit Philippe Poc, secrétaire général du syndicat solidaire des douanes, dans une audition du 3 avril dernier. Un petit rappel, en 2010, 91 millions d'euros au titre des sommes non déclarées à l'exportation ont tout de même été enregistrés. C'est moins qu'en 2009, où on avait récupéré 188 millions d'euros. Illustration, extrait du rapport, page 142. J'ai préféré lire le rapport, ça vaut mieux que n'importe quelle autre explication. Sur interrogation, nous avons eu le cas assez récemment d'une personne qui circule sur le périphérique avec 800 000 euros cachés dans la roue de secours de son véhicule. Les gens sont distraits. Je ne suis pas nécessairement face à un manquement de l'obligation déclarative, dit le secrétaire général. Rien ne me prouve que cette personne ait voulu franchir la frontière. Certes, elle était seulement sur le périphérique. Donc, l'un des premiers enjeux pour les douaniers,
même s'ils ont trouvé l'argent dans la roue de secours, c'est quand même un endroit assez classique pour placer une somme de cette importance, en soi, porter de l'argent et le faire circuler à l'intérieur du territoire n'est pas une infraction. Oui, mais derrière, il faut juridiquement appuyer la distraction sur quelque chose de plus solide. Ce qu'on essaye de faire dans ce cas-là, c'est éventuellement, via l'article 40, de renvoyer une enquête pour une saisie, soit de la douane judiciaire, soit d'un autre service d'ailleurs, qui peut être un service de l'État, afin d'essayer d'arriver à démontrer que cet argent provient effectivement d'une opération de blanchiment et d'une infraction sous-jacente. En l'espèce, mes chers collègues, faute de preuves, l'argent a été rendu. Le système qu'on applique au quotidien pour la lutte contre la fraude a été largement désarmé, notamment sur la frontière avec le Luxembourg. Et là, c'est l'audition de M. Bock, co-secrétaire du syndicat Solidaire Douane, toujours le 3 avril, que je voudrais vous mentionner. Sur le terrain, originaire de l'Est, j'ai souvent le souvenir de douanes extrêmement efficaces, dit-il, du côté de Thionville, qui était la terreur du Luxembourg. Je me demande si les banques luxembourgeoises ont sablé le champagne quand nous avons changé notre dispositif. Ces unités ne rentraient jamais bredouilles. Sans vous donner trop d'astuces pour frauder, vous prenez le train direct pour Luxembourg, allez d'abord à Metz, puis le TER. C'est une chose toute bête et qui marche très bien. Donc, aujourd'hui, il nous a donné un autre exemple. Je vais vous donner l'exemple, dit-il, d'une situation certes caricaturale, mais devant laquelle nous nous sommes trouvés il y a 15 jours. Elle est d'ailleurs assez gênante. Vous allez voir, on comprend pourquoi elle est assez gênante. Nous avons intercepté des personnes se déplaçant entre les Pays-Bas, la France et l'Espagne, transportant, chose tout à fait interdite, un montant excessif d'espèces imprégnées de cocaïne, 300 000 €. On applique donc l'amende forfaitaire de... Ah ben c'est dans le rapport, monsieur de Rincourt. Non, c'est pas énorme, mais enfin on pourrait s'en contenter. Mais c'est bien que vous disiez que ce ne soit pas énorme, je veux dire, ça éclaire nos débats. Donc on applique une amende de 25% et on renvoie le reste de l'argent par virement. L'exemple est extrême, c'est une hérésie. Là, on atteint vraiment les limites du système. Donc vous voyez, on est passé de la théorie à la pratique sur deux cas absolument symptomatiques de ce qu'on a entendu, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, pendant la totalité de nos audiences. Donc la liste des mesures que nous proposons est évidemment exhaustive, mais les deux exemples que je viens de vous citer sont extrêmement frappants et vous font prendre conscience de l'importance qu'il y a les uns et les autres à lire cet excellent rapport. Je voudrais aussi évoquer brièvement la fraude au remboursement de la TVA. On a signalé des cas de remboursement de TVA au profit de personnes qui manifestement jonglent sur les passeports sans que quiconque ne puisse vérifier la réalité de leur domiciliation. Ça, je pense qu'il serait extrêmement important de donner des moyens aux douaniers de Roissy pour pouvoir vérifier ces choses. On parle de remboursement de TVA de 750 000 € ou de plusieurs fois 200 000 €. Et là, vous avez la grande solitude des douaniers de Roissy qui se rendent compte qu'il y a une présomption de fraude et qui n'ont aucun moyen de vérifier la domiciliation de gens qui circulent avec plusieurs passeports. Bon, j'ai essayé d'éviter un inventaire à la Prévert, mais je voudrais, Madame le Ministre, insister, comme l'ont fait les orateurs avant moi, en attendant le grand soir d'une grande loi contre l'évasion fiscale, mettre en place une cellule de suivi de notre travail. Je pense que c'est extrêmement important. Même si cette cellule n'a pas une forme institutionnelle, même si ce n'est pas une commission, parce que vous savez que les uns et les autres, nous sommes tous très occupés et parfois nous ne pouvons pas assister aux réunions, mais je pense qu'il faut une cellule informelle de suivi des propositions qui sont faites par notre commission. Je souhaiterais également plus sérieusement vous interroger sur la question de l'utilité de la commission des infractions fiscales. Nous avons entendu son président. Et je persiste à penser que cette commission n'est pas forcément utile ni efficace dans sa forme actuelle. Qu'en toute hypothèse, son pouvoir quasi discrétionnaire n'est absolument pas compatible avec la transparence dont doit faire preuve la justice fiscale à l'égard de nos concitoyens. Que dire enfin, et pour conclure, de 4 500 € en espèces nonchalamment pariés par des joueurs de handball,
d'une grande chaîne de télévision qui donne 100 000 euros en espèces à l'issue d'un jeu télévisé, ou du Code des douanes, Madame le Ministre, qui ne comporte plus aucun article concernant l'or. Aucun article. C'est-à-dire que vous pouvez vous promener, Madame le Ministre, avec plusieurs lingots dans vos valises sans que le Code des douanes ne puisse à aucun moment vous réprimer. Sujet trop grave, temps trop court, trop de questions encore sans réponse et vous n'aurez pas trop, Madame le Ministre, de 5 ans pour y répondre. Merci. Merci, chers collègues. C'est bien connu que nous avons tous besoin de 800 000 euros dans notre route de secours pour régler le péage. C'est bien connu. Bien, la parole est à Yvon Collin. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, j'ai l'honneur en qualité de vice-président de participer à la commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France, mais aussi de ses incidences fiscales. Commission présidée avec talent par Philippe Dominati et dont les travaux ont été excellemment rapportés par notre collègue Éric Bocquet. L'évasion des capitaux est un sujet sensible, de surcroît dans un contexte de crise, à un moment où l'objectif de réduction des déficits publics appelle un effort de la part de tous, particuliers et entreprises. Le comportement de quelques-uns, régulièrement pointé du doigt, parfois avec fracas par la presse, a révélé des failles du système fiscal. Il fallait donc un travail profond, tel que celui effectué pendant 5 mois par la commission d'enquête, pour tracer avec précision l'identité de l'évasion fiscale internationale, en mesurer les enjeux et proposer quelques recommandations pour tenter d'y mettre un terme. Le fléau de l'évasion fiscale est d'une telle ampleur qu'il nous faut rester vigilants et surtout très mobilisés. Vous connaissez les chiffres, la fraude représenterait 2 à 5% du PIB de l'Union européenne. Pour la France, ce serait 40 milliards d'euros qui s'évaporeraient chaque année. Un montant à mettre, bien entendu, en parallèle avec les 20 milliards d'euros, Madame la Ministre, d'impôts supplémentaires qui seront demandés dans le projet de loi de finances pour 2013. Ce sont les contribuables qui n'ont aucune échappatoire fiscale qui contribueront le plus au redressement de la France, tandis que d'autres continueront à se soustraire à l'un des devoirs les plus élémentaires de la citoyenneté. Parce que ce manque de cohésion fiscale est porteur de forts déséquilibres économiques, nous devons agir rapidement, d'autant plus vite que la mondialisation va compliquer la tâche. La complexité législative du système fiscal hexagonal s'inscrit désormais dans un monde de flux matériels et immatériels croissants. Pour ma part, sur ce vaste sujet, je souhaite évoquer le problème de la concurrence fiscale au sein de l'Europe. Tant que certains de nos propres voisins continueront à offrir des conditions fiscales plus attractives, allant jusqu'à le proclamer au plus haut niveau, cette harmonisation fiscale européenne, à minima, constituera un obstacle pour parler d'une seule voix au niveau international. Et même si, c'est vrai, le G20 s'est préoccupé le plus fermement de cette question en 2008, en dressant avec l'OCDE la fameuse liste des États et des territoires non coopératifs, mais vous connaissez tous, mes chers collègues, les limites des conventions d'échange d'informations fiscales. Je pense donc qu'il faudrait dépasser le stade de l'information pour mettre en œuvre des dispositifs plus contraignants à l'échelle internationale et, comme je l'ai dit, une véritable harmonisation fiscale pour l'Europe. On pourrait, par exemple, décliner ce qui a été entrepris pour la TVA. Des textes ont été adoptés sur le fondement de l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin d'harmoniser la fiscalité indirecte. Cette initiative a conduit l'Office européen antifraude, l'OLAF, a développé une stratégie de lutte contre la TVA permettant dès 2008 d'accélérer la collecte et l'échange d'informations sur les transactions intracommunautaires. La fraude à la TVA sur les importations a été également correctement traitée au niveau européen. Et enfin, le paquet TVA imposera à l'horizon 2015 les services de communication électronique et les services fournis par voie électronique dans l'État membre où est établi le consommateur. Et c'est ce même effort que nous devrions faire s'agissant de la fiscalité directe. Notre pays ne pourra pas supporter encore longtemps la fuite fiscale, en particulier sur ses bases les plus mobiles. Comme vous le savez, Madame la Ministre, la France
est particulièrement exposée compte tenu de son niveau de taxation du capital et des revenus des sociétés. Notre pays a en tout cas le mérite, il faut le souligner, de faire des efforts d'harmonisation, même quand ceux-ci se révèlent unilatéraux. Je pense en particulier à l'article 15 du projet de loi de finances pour 2013, qui aménage la déductibilité des charges financières. Comme vous avez eu l'occasion de le souligner, Madame la Ministre, ce régime était trop permissif en comparaison de celui des autres États membres de l'Union européenne. Vous avez donc raison d'instaurer un plafonnement. Ce premier pas vers une normalisation du financement des entreprises est une bonne chose, mais si de son côté, par exemple, la Belgique déduit à la fois les intérêts d'emprunt et les intérêts notionnels, on se trouve toujours dans un contexte de concurrence fiscale. Enfin, quand l'Allemagne, mais aussi la Grande-Bretagne, signent de leur côté des accords des Rubik avec la Suisse, je ne suis pas certain que ce soit un bon signal pour l'Europe. Ces deux États membres, jouant leur propre partition, ont fait le choix qui ne s'inscrit pas vraiment dans la démarche européenne en faveur de la transparence et d'échange d'informations. J'insiste donc sur le volet de l'harmonisation fiscale en Europe et sur celui de la coordination de la politique de lutte contre l'évasion fiscale, deux axes rendus plus que nécessaires par les difficultés budgétaires de la plupart des États membres. Parmi toutes les dimensions, hélas nombreuses, ça a été dit, le rapport abondant le souligne, de l'évasion fiscale, je souhaiterais aussi évoquer le cas des pays en développement. En ma qualité de rapporteur spécial du budget de l'aide publique au développement, je me désespère du manque à gagner de nombreux pays victimes d'un véritable hold-up, selon un membre de la plateforme paradis fiscaux et judiciaires. Des multinationales pratiquent l'optimisation fiscale et déplacent leur assiette fiscale. Certains pays d'Afrique voient ainsi leurs ressources pillées sans aucun retour fiscal. Les montants de cette évasion, estimés à 800 milliards d'euros, représentent plus de 10 fois l'aide publique au développement. Et ces comportements sont une source d'instabilité majeure que le reporting pays par pays pourrait limiter. Ils mettent en tout cas en exergue le problème général de déconnexion entre la ressource fiscale et la source réelle de la création de valeur. Il faut restaurer ce lien si simple, malheureusement brisé par des mécanismes souvent volontairement complexes et volontairement opaques. Mes chers collègues, la tâche, vous l'aurez compris, est immense, mais nous pouvons heureusement constater qu'il existe une prise de conscience à différents échelons des conséquences économiques et sociales de l'évasion des capitaux. Notre commission d'enquête a émis 61 propositions qui, je l'espère, retiendront, Madame la Ministre, toute votre attention. Je formule en tout cas le vœu que ce travail soit poursuivi au Sénat, ça a été dit également il y a quelques minutes, sous une forme, bien sûr, qui nous restera à déterminer. Mais je sais que notre premier chantier est de rétablir l'équité fiscale sur notre propre territoire. Il y a déjà beaucoup à faire. Au-delà des mécanismes fiscaux qu'il convient de toiletter pour éviter l'optimisation abusive, je crois qu'il faut aussi rappeler tout simplement le sens de l'impôt à ceux qui l'auraient trop tôt oublié. Nos routes, nos écoles, nos hôpitaux sont le fruit de la solidarité fiscale. Tous ceux qui s'évadent en Belgique ou en Suisse n'ont-ils jamais profité de tous ces services publics? Et quand bien même y aurait-il plus contribué que les autres, le pacte républicain qui s'est parfois construit dans le sang mérite, à mon sens, le respect et l'attitude irréprochable de ceux qui ont la chance d'avoir plus. Je vous remercie, mes chers collègues. Merci, chers collègues. La parole est à Corinne Bouchoux. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, mes chers collègues. À l'heure qu'il est, tout a été dit sur le sujet. Vous êtes là, vous avez tous lu les 1200 pages du rapport, vous connaissez nos 60 propositions par cœur, et il va donc être difficile de céder à l'originalité. Je vais donc essayer d'insister sur 2 ou 3 points qui n'ont pas été mentionnés par mes collègues. Le premier point sur lequel je voudrais insister, au risque de paraître iconoclaste, c'est que nous portons une part de responsabilité, nous, législateurs, dans ce que nous dénonçons. En effet, la variabilité des mesures fiscales d'année en année a développé l'industrie du conseil et l'industrie qui favorise la fraude et l'évasion fiscale. Nous devons donc nous intégrer à cette problématique.
Deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que nous devons bien sûr balayer tous devant notre porte et voir qu'au niveau européen, il y a des pays qui veulent tout à la fois les avantages de l'Europe et de la libre circulation sans reculer sur le secret bancaire. Là aussi, nous ne ferons pas l'économie d'une autre approche avec un certain nombre de nos voisins, même si ce sont nos amis depuis très longtemps. Troisième point sur lequel je voudrais insister, excusez-moi, c'est une manie personnelle chez moi et un de mes dadas, c'est un sujet qui illustre cette problématique et qui risque dans les mois à venir de nous poser quelques problèmes. C'est la question des trusts. Il me semble que la suggestion faite par le rapport de créer un registre européen des trusts, répondant à un certain nombre de critères avec des seuils d'actifs sous-jacents et déclarant l'objet et le contenu du trust, serait hautement utile. Nous nous permettons au passage, Madame la Ministre, d'attirer aimablement votre attention sur les trusts Wildenstein, dont il va être question aux États-Unis d'ici un mois, et qui pourraient à l'avenir mettre en situation extrêmement inconfortable certains de nos musées, même s'ils ont eu une politique volontariste sur les tableaux MNR. En matière de trust Wildenstein, c'est un dossier délicat qui s'ouvre à nous. Dernier point que je voudrais signaler, et c'est un oubli, un angle mort de notre travail, et à la veille d'un rendez-vous très important sur l'acte 3 de la décentralisation, je voudrais m'y atteler un petit peu, c'est un oubli. Les collectivités territoriales peuvent jouer un rôle très important et jouent parfois un rôle concernant la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Alors je vais simplement prendre deux exemples extrêmement basiques que l'on m'a signalés. Dans certains conseils régionaux, des motions ont été votées afin de soumettre toutes les activités de la région avec des banques ou avec des partenaires à un certain nombre de règles de transparence. Et donc, ça n'est pas la panacée, mais cela peut marcher. Cela montre que c'est l'affaire de l'État. C'est bien sûr, mes collègues l'ont dit, l'affaire des entreprises qui doivent être vertueuses, mais les collectivités locales peuvent jouer un rôle positif au niveau régional. Et on m'a signalé aussi le cas tout à fait intéressant à l'échelle d'agglomérations ou d'intercommunalités qui, elles aussi, ont à cœur de travailler avec des banques ou avec des entreprises qui ne pratiquent pas la fraude et l'évasion fiscale, mais qui sont vertueuses. Avant de développer un dernier point, je voudrais dire que, alors que notre situation budgétaire est particulièrement délicate, alors que tout le monde va faire un certain nombre d'efforts, je voudrais signaler ici un paradoxe qu'il y a dans ce pays. Le sujet de la fraude et de l'évasion fiscale et de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale est sous-documenté au plan académique et universitaire. Nous avons énormément de bons cours sur comment frauder le fisc. Nous avons énormément d'entreprises de conseil qui sont excellentes sur comment faire de l'évasion fiscale. Et il me semble extrêmement important en matière de recherche publique d'encourager des recherches indépendantes sur ce dossier. Et je voudrais en même temps signaler quelque chose que certains d'entre nous de la Commission ont remarqué. Nous pourrions ne faire que cela, c'est-à-dire qu'il y a une demande dans la population de pédagogie, d'explicitation de ce qu'est la fraude, de ce qu'est l'évasion fiscale, et nous pourrions n'être même plus ici et en étant en causerie, conférence, tant les sollicitations sont importantes dans l'opinion publique. Et je pense extrêmement important de répondre à cette attente, pas seulement par de la communication sur le rapport, ce que nous avons tous essayé de faire avec nos sensibilités cet été, mais je pense que nous avons ici, en tant que pouvoir législatif, une responsabilité majeure, à savoir de prendre en compte ce dossier, d'avoir une politique lisible et d'essayer, parmi les 61 propositions que nous avons faites, d'en trouver au moins 3 ou 4 qui pourraient être appliquées. Donc la première, sans que cela coûte un centime, puisque nous avons un certain nombre de personnes compétentes, d'autorités très instruites qui pourraient le faire, la mise en place d'un comité qui à la fois permettrait annuellement de faire de l'évaluation de la fraude, de voir les travaux universitaires sur le sujet et de faire un petit peu un observatoire en temps réel permettrait de relayer utilement ce dossier qui est extrêmement important. Dernier point, et vous savez que dans la famille écologiste, on n'est pas forcément des adeptes de la répression. Pour avoir étudié les jurisprudences en matière de fraude et d'évasion fiscale, j'invite tous mes collègues à le faire, eh bien la fraude et l'évasion fiscale en France est nettement moins punie, et je le regrette, que le vol de scooter. Et donc, dans un pays où on punit plus sévèrement en nombre et plus gravement les jeunes, et je le regrette, c'est inacceptable, qui volent des scooters, et que l'on est tolérant et souple vis-à-vis de ceux qui fraudent, de ceux qui grugent et qui font de la fraude et l'évasion fiscale, alors que ça coûte 50 milliards par an, eh bien, chers amis, je suis désolée, ça va nourrir du poujadisme, ça va nourrir de l'antiparlementarisme, et là, on n'a pas le droit d'échouer. Donc, soit on fait quelque chose et on répond à l'attente des Français, soit on va être dans une situation extrêmement délicate. Je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues. La parole est à François Pillet.
Madame la Présidente, Madame le Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il est évidemment impossible que la synthèse de ce rapport sur l'évasion fiscale internationale, autorisée d'ailleurs à ceux qui l'ont lu, puisse être réalisée rapidement, a fortiori en quelques minutes. Je peux assurer que sa lecture est absolument passionnante, tant il permet de comprendre et d'appréhender aujourd'hui dans sa totalité le phénomène étudié. Au terme de cette enquête, où le président Philippe Dominati a permis une exploration profonde du sujet, en dirigeant avec une autorité souriante des auditions et des débats sans concession, et où le rapporteur, Éric Bocquet, sans renier certaines analyses qui lui sont propres, a proposé des conclusions qui ont recueilli l'approbation de l'ensemble des membres de la Commission, je retiendrai, après avoir volontairement, il y a quelques secondes, élagué mon texte de tous les exemples qui vous ont été donnés, sur le constat desquels, d'ailleurs, nous avons également fait l'unanimité, je retiendrai ce qui me permettra d'être concis, une constatation et une recommandation, les deux essentielles, prioritaires et fortes. La constatation. Oui, je cite le rapporteur, un consensus s'est formé au sein de la Commission, celui de privilégier le travail de fond, mais aussi celui de la transparence. Et surtout, il existe, et je le cite encore, une forme de consensus pour repousser l'évasion fiscale internationale. Oui, Madame la Ministre, il y a bien là un consensus républicain. La recommandation. Toutes les situations, toutes les hypothèses hors la loi, acte anormal de gestion, abus de droit, fraude fiscale, doivent alimenter un autre débat pour ne pas obscurcir celui sur l'évasion fiscale, sur l'optimisation fiscale qui, elle, se loge à l'abri des traités, des conventions internationales, de la loi et de la réglementation. Quelles sont certaines constatations incontournables? Aucune donnée scientifique précisant les dégâts causés par l'évasion fiscale n'est à notre disposition, même si certaines approches de la quantification du phénomène sont plausibles. La complexité et l'abondance des textes et de la réglementation favorisent des tunnels d'évasion. La coopération administrative entre États est tout de même quasiment embryonnaire. L'ingénierie fiscale ou sociale est en permanente adaptation, avec une efficacité infiniment plus immédiate que les réactions législatives ou réglementaires. Quels sont les efforts de la France pour lutter contre l'évasion fiscale? Le rapport souligne objectivement les efforts indéniables réalisés par les années passées ou mois passés, unilatéralement par la France, dans la mise à disposition d'outils juridiques pour l'administration fiscale et dans la traduction juridique des engagements internationaux en droit interne, concernant en particulier les mesures de rétorsion frappant les États et les territoires non coopératifs. Ce rapport cite utilement les mesures techniques prises qui rendent efficace un effort de sécurisation de l'assiette de l'impôt. Parmi l'inventaire exhaustif que vous pouvez retrouver dans le rapport, je tiens à cet égard à citer par exemple l'allongement du délai de reprise de l'administration fiscale, la mise en place de nouvelles procédures de contrôle en matière de TVA et de flagrance, la création de la brigade, vous l'avez cité, de la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, la spécialisation d'agents affectés à la lutte contre les trafics illicites, la signature de conventions internationales d'échange d'informations, la création de l'exit tax. Mais comment ne pas regretter, ne pas constater avec regret en tout cas, l'existence proclamée, à mon sens porteuse de progrès, d'une circulation libre des personnes, des capitaux, des entreprises, d'un marché unique qui est explosé par 27 souverainetés fiscales en concurrence. De fait, le champ de la compétition économique ressemble au terme de la compétition sportive. Imaginez la Coupe européenne de football, ou voire mieux, la Coupe du Monde, où l'on s'accommoderait d'équipes bénéficiant de cages plus étroites, d'autres jouant à 15, et même pour certaines avec les mains. Le tout géré par un arbitre, laissant à chaque fédération nationale le soin de fixer les règles applicables à son équipe. L'évasion fiscale qui pénalise notre pays est animée par la recherche d'un environnement plus favorable au niveau de la pression des prélèvements.
Elle se conjugue d'ailleurs souvent avec une optimisation des charges sociales. Le rapport a, avec objectivité, admis, pardonnez-moi cette expression qui ne veut pas choquer, le rapport a admis l'absence de compétitivité de la France en matière de prélèvements obligatoires. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Merci à vous d'avoir suivi une partie de ce débat consacré à l'évasion fiscale. À suivre le journal de 19h, présenté ce soir par Michel Grossior. Très bonne soirée à tous.